Merci d'être là. Je parle en français parce que mon anglais, je suis plus habitué. Et je vais demander d'abord, moi j'essaierai d'être le modérateur, s'il y a quelque chose à modérer, évidemment. Et je demande d'abord à Eric Arando d'ouvrir sur le débat, en sens que il est directeur du CNC. Il a, si vous voulez, toute la France a, dans ce domaine, si vous voulez, pris des mesures très particulières, même en rapport à l'autre partie du monde. Et donc, j'aimerais qu'il explique un peu ça, si vous voulez, qu'il fasse l'introduction du débat, et à partir de là, on élargirait aux autres intervenants. Merci, Eric. Merci Paolo. Comme Paolo a parlé en français, je vais dire quelques mots en portugais, parce que c'est la plus belle langue du monde, je trouve, une des plus belles en tout cas, j'en suis sûr. Só para dizer que fico muito honrado, muito orgulhoso mesmo de estar aqui em Lisboa com vocês, e agradeço muito ao Paulo Branco por seu convite. Para mim, Lisboa, quando estou em Lisboa, sinto-me em casa, assim como quando estou em Istambul também sinto-me em casa, em São Petersburgo also sinto-me em casa, porque eu acho que a Europa é mais intensa, mais verdadeira, as extremidades desta Europa, onde a terra acaba e o mar começa, como diz o poeta. E para mim também era importante poder falar com vocês, poder discutir sobre elementos muito importantes das nossas políticas culturais, especialmente neste momento de tantas turbulências, tantos movimentos, crises, e sabemos todos que esta Europa foi fundada na cultura e deveria ser mais fundada na cultura para o futuro que está na frente de nós, com muitas incertezas, não tanto no lado político como também no lado cultural. Maintenant, je vais parler en français parce que c'est quand même plus facile et peut-être plus compréhensible pour les interprètes, pour donc évoquer ces sujets. En commençant par un proverbe indien qui dit que le monde semble sombre quand on a les yeux fermés, et on pourrait même ajouter que le monde sombre quand on perd la vue, comme l'a si magnifiquement illustré José Saramago dans son ensayo sobre a cegueira, son essai sur l'aveuglement. Et nous sentons tous, nous voyons tous ici l'avantage que nous avons à participer à maintenir grands ouverts les yeux du monde. Certains voudraient sans doute établir une frontière entre l'art et la vie, entre la culture et le monde, entre la création et l'engagement social. Et pourtant, nous voyons que les auteurs, et je suis très heureux d'être aux côtés d'auteurs très éminents de part et d'autre, et je pense notamment au film que j'ai vu cette semaine, Carnage, l'adaptation du livre de Yasmina Reza. Nous voyons bien que l'art nous permet justement d'interpréter ce monde et de déterminer les ressorts de sa violence, qui vient souvent de la peur et de l'ignorance, et donc de faire en sorte que nous puissions au contraire tenter de faire que les peuples et les civilisations se comprennent mieux. Et c'est vrai que la révolution numérique est au cœur de ces enjeux, parce que d'une part elle déracine des sociétés entières, elle les plonge dans une forme de culture hors sol, dans un monde virtuel, et en même temps c'est évidemment un formidable vecteur de nouvelles relations, où on peut établir immédiatement des contacts avec des personnes qui nous sont extrêmement étrangères et éloignées. Et donc nous essayons, pour ce qui concerne la France, particulièrement dans ces temps de crise, de poursuivre une politique culturelle ambitieuse. La France est un des rares pays d'Europe à ne pas avoir diminué ses budgets culturels ces dernières années. Et le président de la République, qui recevait des cinéastes il y a 15 jours, leur a rappelé que c'est précisément parce que nous sommes en crise qu'il faut redoubler d'efforts dans le domaine de la culture, et que le cinéma, comme tous les autres arts, sont des biens de première nécessité. Alors le credo que nous avons en France sur le cinéma, et évidemment je vais tout de suite lister quelques sujets de discussion pour ne pas monopoliser la parole. Notre conviction, c'est qu'il vaut évidemment mieux surfer sur la vague du numérique qui déferle sur nous, plutôt que d'en être la victime. Et tous ceux qui font du surf, notamment on est près de la plage de Guincho ici, qui est un spot mondial du surf, savent qu'il faut même aller chercher la vague plutôt que de l'attendre.
Donc on a, avec notamment le CNC, qui, juste d'un mot, est le Centre national du cinéma. Donc pour faire court, c'est la maison des cinéastes. On a 700 professionnels qui viennent chaque année participer à des commissions et même à des travaux de réflexion, des concertations dans tous les domaines. Bertrand Bonello et Paolo Branco connaissent très bien cet univers, et Yasmina Reza aussi. Et donc nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps, ces dernières années, à la manière d'affronter au mieux cette révolution, en préservant ce qui fait vraiment l'essence même de ce credo, qui est que le cinéma est un art, c'est le 7e art. Il n'y a pas de distinction entre un cinéma d'auteur et un cinéma commercial, entre un cinéma qui serait public et un cinéma qui serait privé. Et il faut que les cinéastes puissent utiliser au mieux tout ce qu'apporte cette révolution, toutes les nouvelles technologies, le relief, de tout ce que vous connaissez, et l'utilisent à des fins artistiques avant tout, avant que d'évoquer des stratégies commerciales ou de marketing. Quand on parle de 3D, de relief, quand on voit ce qui s'est passé ces 2 dernières années, on voit exactement ce que cela veut dire. Alors évidemment, le talent et les idées, ça ne se décrète pas. On ne peut au mieux qu'accompagner et détecter le talent. Et c'est pour ça que nous veillons à financer et à développer des écoles de cinéma qui soient les plus performantes possibles. Chacun connaît la FEMIS. Il y a d'autres écoles que nous soutenons et développons. Ensuite, il faut évidemment pouvoir disposer d'un tissu très solide et très diversifié, à la fois de cinéastes, mais aussi de producteurs, de distributeurs, de salles de cinéma, d'exportateurs. C'est un véritable écosystème qu'il faut entretenir, et pour cela, à moins de disposer d'un marché domestique très important, d'une langue, d'une culture dominante, comme c'est le cas aux États-Unis, on voit bien que les pays qui résistent le mieux dans le monde et qui parviennent le mieux à imposer leur cinéma dans leurs propres frontières et voire au-delà de leurs frontières, c'est des pays qui soutiennent leur cinéma par des incitations, y compris financières, et des mécanismes de régulation. Alors notre règle de base, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un budget d'intervention qui est d'à peu près 700 millions d'euros chaque année, donc un budget important, c'est cette règle de base que la distribution des contenus audiovisuels, la distribution des œuvres doit financer la création. C'est vraiment un principe cardinal qui remonte à l'immédiate après-guerre, en 1946, quand le cinéma français évidemment avait disparu, les salles avaient largement disparu après la guerre. Et pour reconstruire ce cinéma, il a été décidé de mettre une taxe sur la billetterie pour que cette taxe puisse financer la reconstruction du pays et la renaissance d'un tissu de cinéastes et de producteurs. Et cette loi a été sans cesse adaptée. Et comme on parle de révolution numérique, eh bien la dernière adaptation, qui est en train d'ailleurs d'être ajustée au Parlement en ce moment même, vise à ce que non seulement les salles de cinéma, les chaînes de télévision, les sites, la vidéo et les sites de vidéo à la demande, mais aussi Internet au débit, dans la mesure où Internet est devenu un média audiovisuel, et bien qu'Internet puisse aussi contribuer au financement de cette création, dans la mesure où il en tire de plus en plus profit. Il l'a fait d'ailleurs aussi par le piratage, mais ça c'est un autre débat, il en a été question ce matin. Mais c'est vrai que c'est une modernisation qui nous a permis de développer des programmes nouveaux de soutien à notre cinéma. Alors comment adapter ce système traditionnel à la révolution numérique, au-delà des outils et de la fiscalité? Je voudrais quand même revenir un peu sur la question du droit d'auteur, puisqu'il en était question largement ce matin à propos de la musique. C'est vrai que nous avons la conviction en France, mais aussi dans d'autres pays, que les principes du droit d'auteur restent totalement valables dans ce nouvel univers virtuel, et que les auteurs doivent continuer à être maîtres du produit de leur création, de la diffuser selon les modalités qu'ils préfèrent. Ça peut être de la diffusion gratuite, mais s'ils veulent en vivre, et bien évidemment, ils doivent pouvoir en tirer un revenu. Et donc, j'ai vu que ce matin, on parlait beaucoup de la Hadopi, qui est la haute autorité pour le développement des œuvres et la lutte contre le piratage sur Internet. Le but de cette haute autorité, c'est simplement de rappeler aux internautes, de leur rappeler que le droit d'auteur est protégé, et que plutôt que d'aller télécharger ou consulter des contenus sur des sites illicites, qui sont d'ailleurs en plus des sites qui sont de plus en plus payants, pour parfois
des finalités qui rejoignent celles de la criminalité organisée, eh bien, il est préférable d'aller sur des sites légaux, des sites commerciaux, et sachant que, et bien évidemment, la clé du succès, c'est que ces sites légaux, ces sites commerciaux puissent offrir un éventail d'offres le plus large possible, à des conditions de prix et d'ergonomie, de confort les plus efficaces possibles. Donc une fois qu'on a dit ça, ça semble une évidence, ça l'est, c'est une évidence, c'est du bon sens, mais bien entendu, ça suppose de surmonter des enjeux techniques, juridiques, on en a parlé d'ailleurs ce matin, sur les questions de clearing, de clearing de droit, je dis cet anglicisme, pour que à la fois ces œuvres soient disponibles et puis qu'elles puissent s'échanger le plus facilement possible. Donc, pour ce qui est de l'accès au contenu, je dirais sur l'aspect d'intervention le plus direct que nous faisons du côté des pouvoirs publics en France, eh bien nous finançons par exemple des plateformes, des sites de vidéos à la demande, notamment pour qu'ils puissent valoriser au mieux le cinéma d'auteur. Nous encourageons tous les détenteurs de droits, tous les détenteurs de catalogues à travailler ensemble, à se regrouper, à pouvoir agréger des catalogues très importants pour négocier plus facilement avec les grandes plateformes. Et donc, de la même façon que dans les salles de cinéma, nous avons un écosystème où on a à la fois des petites salles municipales qui ont souvent un label arrêt essai, qui sont aussi aidées par les pouvoirs publics, et puis des grands multiplex qui se développent aussi et qui jouent un rôle tout à fait majeur. Et bien de la même façon, on puisse avoir sur Internet une grande diversité de sites, de portails, à la fois sur des segments plus de niche, d'un certain cinéma, et puis également des grands portails globaux. Et comme vous le savez, évidemment, les plus importants sont américains, sont anglo-saxons. Donc il faut pouvoir aussi veiller, je pense, en Europe, à disposer d'un ou deux ou de quelques grandes plateformes européennes qui puissent non pas rivaliser, mais pouvoir offrir une alternative à cette grande offre anglo-saxonne. Voilà, donc on travaille aussi en ce sens, en essayant de convaincre les grands groupes audiovisuels, puisque évidemment les chaînes de télévision sont aussi des partenaires tout à fait essentiels du cinéma. Les chaînes de télévision ont des obligations d'investissement dans le cinéma en France également. Nous essayons de les convaincre de s'allier pour pouvoir offrir l'éventail le plus large du cinéma français, européen et international aux spectateurs et de pouvoir les référencer sur toutes les boxes des fournisseurs d'accès. Et puis un élément aussi qui est, on pense, très important non seulement pour le cinéma, mais aussi pour la culture et pour la civilisation européenne, c'est bien évidemment de faire circuler non seulement les films récents, les films futurs, mais aussi tous les patrimoines. Comme nous sommes un peu le pays inventeur du cinéma, qu'on fête d'ailleurs les 150 ans de Méliès cette année, on s'est dit qu'il serait temps de faire un inventaire national de tous les films produits depuis les Frères Lumière et Méliès, ce qu'on vient de lancer il y a 6 mois. Et à partir de cet inventaire, on va constituer une cinémathèque en ligne, en restaurant et en numérisant des milliers et des milliers de films. Tout cela, on pourra le faire grâce à ces ressources qui ont été dégagées sur les réseaux Internet. Et parce qu'encore une fois, si on construit des réseaux à très haut débit, c'est pas uniquement pour que Google et YouTube viennent faire leurs courses en Europe, c'est aussi pour qu'on puisse présenter d'abord à nos propres populations et puis aux populations du monde entier toutes ces créations que nous avons faites depuis les Frères Lumière, et de pouvoir également contribuer à exposer toutes les coproductions que nous faisons avec le monde entier, puisque nous voyons aussi, c'est une autre priorité de notre action depuis quelques mois, à renforcer encore plus les coproductions que nous faisons avec des cinéastes du monde entier. On va créer le 1er janvier prochain un fonds qui s'appellera le Fonds Cinéma du Monde, et qui permettra, avec 6 millions d'euros, de soutenir plusieurs dizaines de films de long métrage par an venant de cinéastes du monde entier. Donc bien sûr, ce fonds est ouvert aussi aux pays européens. Il prend le relais pour les spécialistes du Fonds Sud et du Fonds d'aide aux langues étrangères, mais avec des moyens qui seront beaucoup plus importants. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas épuiser votre patience et surtout pas monopoliser la parole. Mais évidemment, on pourra revenir sur ces points si vous avez des questions plus précises. Merci. I would like to ask now Aidan to talk about, what you feel about the new ways of communication, what the internet gives
brought to us in terms of diffusion? What is the problems that that brought to the rights author? What you think about the direction that, for example, from the laws in France took, and if you feel there is not another answer to this diffusion of the new ways of diffusion of the film. I remember, for example, that Michel Serres said that we are in a new era, something that is a new revolution. That first was when l'écriture a apparu. Deuxième, c'est que quand Gutenberg a apparu, et maintenant avec Internet. Bon, c'est discutable ou non, mais je pense que ça ouvre des perspectives et surtout des réflexions sur quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Il faut savoir quelle est la réponse qu'il peut avoir du côté, par exemple, des arts comme le cinéma, par exemple, pour la diffusion et tout ça. Ici, vraiment, la réponse qui est donnée par des lois comme la loi d'Opie, c'est la plus adaptable. Aussi, il y a quand même d'autres moyens de répondre à cette diffusion que de votre point de vue, surtout un point de vue qui vient là. Merci beaucoup et je voudrais essayer de répondre à ces questions, mais en anglais. Et I mean, we speak of a digital revolution. We're a much smaller organization, the Harvard Film Archive. We're merely a staff of 12. We have a very large film collection, and we are a film archive. And as such, we actually take a sort of counter position to the digital in the sense, I think what our role is, and I think it's a really important role, is to actually offer some sort of reflection on the history of cinema. And, I think I'm troubled by the sort of the sort of utopian zeal with which everything, there's this belief that everything can be digitized, and without thinking about what are the consequences, what are actually the meaning of what is the meaning of digitization? And I can offer some examples. And so we're an educational institution, and so I believe fervently that it's really important to teach history using the proper tools. So at Harvard, for instance, there are art museums, and for studying the history of painting, students can see an actual painting by Rembrandt. That's really important. Or they can see, Monet or John Singer Sargent or what have you. And it's that tactile contact with the object itself, with its material specificity, that I think is deeply important. And it's precisely that we risk losing if we just say simply we can digitize it, we can give access to the work of the Lumiere brothers or what have you. I think we need to also offer an alternative to that. We, for instance, have a really strong commitment to experimental and avant-garde cinema. So 16mm cinema by artists whose craft, whose art is photochemical, and it cannot be separated from the photochemical. Artists like Jordan Belson, who recently passed away, who before his death, requested that his work not be put on the internet because it did a disservice to his work. He felt like it couldn't be understood, it couldn't be separated as content apart from its material substrate. That's to say that you can't separate the content from the material itself. And I believe that it's important that archives maintain this distinction, that while we can have works increasingly available films increasingly available for sale and online, we also need to have institutions that are committed to keeping to not just preserving film, but to preserving the film experience. So actually being able to see works projected on photochemically and with light passing through a photochemical substrate. I think that's deeply, deeply important. And as an educational institution, again, I think it's really, really important that we remain committed to this. It's for this reason that
actually, while we're pouring all our resources into continuing to build our film collection, so we're actively reaching out to collectors, to distributors, to, you know, to make sure we have vintage Technicolor prints, to make sure that we have, you know, the work of these experimental filmmakers. So we have a deep, sort of comprehensive and representative collection of all the different phases of film history available on film. At the same time, we are, you know, we're dealing with digital-born media, and we're sort of facing that, you know. But again, I just want us to offer us a sort of counter position, you know, the stance that we take in saying that it's equally urgent that we reflect on the past and that we don't abandon our commitment to film. Je voudrais maintenant demander à Bertrand s'il fait comme un metteur en scène, comme auteur, comme il voit cette explosion de possibilités qu'il y a de diffusion au jour d'aujourd'hui, comme il voit cette espèce presque de coupure générationnelle, où les gens essayent de voir à tout prix, le plus vite possible, les œuvres en se passant des canaux traditionnels. Comment, si vous voulez, des gens comme, tu vois, les indépendants voient quand même cette énorme possibilité qu'il y a dans les nouvelles formules de diffusion et qui, d'une certaine façon, moi, je pense qu'ils sont incontrôlables et qu'il faut trouver des solutions qui passent peut-être pour un peu plus d'imagination que celles qu'on a trouvées maintenant. Je veux savoir un peu ton point de vue. Tu viens de sortir un film, le film qui a été à Cannes. Tu as une œuvre derrière que je pense que tu aimerais qu'elle soit plus vue de ce qu'elle a été vue jusqu'à ce moment, tu vois. Et si tu penses que ça ouvre des possibilités, qu'est-ce que tu penses en rapport à tu vois, moi, je voulais d'abord parler de ça et après, évidemment, si vous voulez des solutions, il faut tenir compte des conséquences qui existent sur le financement des films. Mais au départ, je pense que je vais savoir un peu ce que tu penses de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec la diffusion des films indépendants. Alors, je vais, avant de répondre, juste faire un petit... Par rapport à ce que je viens d'entendre, je crois que sur je disais par exemple dans l'avion, dans les cahiers du cinéma, on fait un gros dossier sur le numérique. Et ils m'ont beaucoup appelé pour me poser des questions. Et je me rends compte que les gens confondent à peu près tout. Quand on dit numérique, ils confondent absolument le tournage, la diffusion en salle, la diffusion par Internet. C'est une espèce de mot un petit peu générique qui veut dire, en fait, voilà, c'est une démocratisation par de nouvelles technologies. En fait. Par rapport au tournage, c'est vrai qu'en tant que cinéaste, moi, ce que je vois du numérique, c'est que c'est un choix de plus. C'est pas une disparition de quelque chose. Par rapport à la diffusion en salle, c'est une réalité technologique contre laquelle on ne peut pas aller. On peut regretter le projecteur ou pas, mais c'est comme ça. Et par rapport à la diffusion Internet, comme Paolo le disait, j'ai fait quelques films auparavant qu'on peut considérer comme étant des films un peu confidentiels, on va dire. Et c'est vrai que parfois, moi, je croise des gens, surtout à l'étranger, qui me disent « Ah, j'ai vu le pornographe, ou j'ai vu Tirésia, je l'ai téléchargé, je suis désolé. » S'excusant presque par rapport à l'auteur de... Évidemment, moi, ma première réponse est de dire ne soyez pas désolé. La seule déception que moi je peux avoir, c'est qu'il l'ait vu peut-être dans des conditions qui ne sont pas celles que moi je souhaite en tant que spectateur. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. C'est vrai que on fait des films pour qu'ils soient vus, qu'il y a toute une génération qui est un petit peu plus jeune que la mienne, qui est née avec les ordinateurs et pour qui c'est un geste absolument normal, logique, instinctif, d'aller regarder par ce canal-là pour voir. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui condamne du tout le rapport à la salle. Bien au contraire, souvent les gens veulent regarder avant, ce qui n'empêche pas ensuite d'aller dans la salle. C'est quelque chose que j'ai beaucoup repéré chez les gens. Et de même pour la musique, on se sert d'Internet pour vérifier
qu'on peut aimer et éventuellement ensuite acheter. Bon, la musique, c'est un autre débat. Donc, c'est évidemment une ouverture incroyable pour les cinéastes. On est face à quelque chose qui évolue plus vite que notre pensée et surtout plus vite que les réactions qu'on peut avoir ou les choses qu'on peut mettre en place. On a la sensation qu'on met quelque chose en place, mais que déjà la technologie a avancé et le rapport des gens par rapport à ça est plus loin déjà. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de l'intégrer le plus possible en amont. J'ai l'impression qu'avant, le travail d'un cinéaste ou d'un producteur ou d'un cinéaste-producteur était plutôt de savoir ce qu'on allait faire, et maintenant c'est de savoir ce qu'on va faire et de savoir ce qu'on va en faire. Donc ce sont des réflexions évidemment en cours. Moi, il m'arrive de penser dans ces réflexions que j'ai que peut-être tous les films ne sont pas faits maintenant pour la salle. Il y a eu un moment où moi, il y a peut-être 6-7 ans, j'ai eu presque une peur, mais qui a disparu assez vite, sur la disparition de la salle ou le rapport à la salle. Cette peur a été balayée. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas des films qui seraient plus ou moins destinés à avoir des canaux précis, avec des financements précis et à séparer, alors que ce ne sont pas des films de télévision, parce qu'en France on sépare beaucoup le film de cinéma et le film de télévision en termes de financement, mais voilà, ça c'est des canaux de diffusion qui, pour moi, de toute manière, ne sont pas encore suffisamment au point technologiquement pour que je puisse avoir du plaisir. Donc ça c'est le point de vue spectateur. Mais ce sont des choses qu'on envisage, et pour faire un tout petit détour par la loi dont on a parlé tout à l'heure, même si j'en comprends les motivations, je ne pense pas que la solution soit du côté de la dureté. C'est-à-dire que d'offrir à des gens technologiquement quelque chose et de leur dire qu'ils ne peuvent pas y toucher, c'est assez compliqué, je pense. Donc c'est peut-être pas la bonne manière. Voilà. Yasmina, je voudrais, vous êtes un auteur avec, en ce moment, avec grand succès, donc votre pièce Arte qui a été vue dans le monde entier. D'un autre côté, on vous a adapté dans le dernier film de Polanski, que je pense sera un succès international. Comment vous voyez un rapport à votre position d'auteur, si vous voulez, sur la diffusion de vos œuvres, et comment vous voyez la possibilité que ces œuvres soient exploitées d'une façon qui dépasse, si vous voulez, les cadres traditionnels. Ça veut dire d'une façon ou d'une autre, cet accès à l'Internet des jeunes, qui d'une certaine façon peut-être ne seront pas en contact avec votre œuvre, est-ce que vous la voyez comme quelque chose de nuisible et qu'il faut contrôler dans ce sens, ou vous pensez que ça, au fond, ça ne va pas nuire directement financièrement à votre succès, et qui peut ouvrir d'autres perspectives, et que s'il y a donc je voulais un peu un point de vue de quelqu'un quand même qui au jour d'aujourd'hui a une reconnaissance non seulement artistique mais aussi commerciale comme vous, un rapport, si vous voulez, à tous les mécanismes qui sont en place, et qu'est-ce que vous pensez, si c'est la solution ou s'il y a d'autres qui puissent avoir. C'est une question très intéressante et qui, à mon avis, se pose sur deux plans. Parce que, Paolo, vous avez dit deux mots. Vous avez dit le plan commercial et le plan artistique. Au plan commercial, on ne peut que se réjouir. Au plan artistique, c'est plus inquiétant. Je vais donner un exemple qui évidemment, ne peut partir que de moi, puisque c'est un exemple que j'ai vécu. Je suis donc majoritairement connue pour être un auteur de théâtre. Les liens entre théâtre et l'Internet sont très faibles. Le théâtre reste un des arts vivants par excellence. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. Quand mes pièces se sont jouées, j'ai toujours refusé catégoriquement
le filmage. Je pense que le théâtre est l'art de l'immédiateté, c'est un art papillonnaire, c'est un art qui est ici et maintenant, qui change tous les soirs et dont la spécificité est de ne pas être enfermé dans une boîte pour l'éternité et surtout de ne pas être regardé que d'un seul point de vue. Parce que quand on filme le théâtre, on a beau mettre 3, 4, 5 caméras, on a une image latérale et totalement inerte qui n'est absolument pas l'image de la profondeur, de la tête qui tourne du spectateur. Donc on enregistre un spectacle qui n'existe pas. Donc je me suis toujours opposée à ça. En France, parce que je n'ai pas la possibilité, je peux m'y opposer dans certains pays européens, je peux m'y opposer dans les pays anglo-saxons, je ne peux pas m'y opposer partout, mais j'ai plus ou moins réussi. Là où je n'ai pas réussi, malheureusement, c'était en France pour art, parce que les acteurs étaient comme des fous pour être archivés, un mot très laid, et ils voulaient conserver le souvenir de ce spectacle, donc on a dû le tourner. Donc ce spectacle a été tourné et il a été diffusé en direct sur France 2 contre mon avis, mais bon, je me suis dit, tant pis, je n'ai pas pu faire autrement, les producteurs pleuraient, enfin c'était impossible, ma volonté n'a pas été assez forte. J'ai cru que c'était fini, ça. Les années passent, le film est passé donc une fois sur France 2, une autre fois sur Paris Première, et c'était terminé. Et moi j'avais ce DVD que je n'aime pas. Et les années passent, et je rencontre des gens de plus en plus d'une génération qui ne pouvait pas avoir vu la pièce, qui me disent qu'est-ce que j'ai aimé votre pièce. Je me dis c'est extraordinaire, les gens lisent le théâtre, c'est merveilleux. Mais pas du tout. Ils n'ont pas du tout lu le théâtre, ils l'avaient vu sur Internet. Ce DVD et passe gratuitement, bien évidemment, sur Internet. Il a été vu, je ne veux pas dire de chiffres, mais un nombre incalculable de fois. Je m'étais opposée à sa commercialisation totalement depuis 10 ans. J'aurais été extrêmement riche si j'avais pu toucher le moins de centimes sur la question n'est absolument pas là. J'ai dit non et à bon escient. Sauf que voilà, ce spectacle peut être vu sur Internet et c'est incontournable et il n'y a aucune possibilité de retour en arrière là-dessus. Je le déplore artistiquement, mais je suis la seule, parce que les gens me disent mais non, on adore, c'est formidable qu'on puisse le voir. Ce qui fait que je ne sais pas quoi penser. Honnêtement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai plus de point de vue. J'ai un point de vue qui est le mien, qui est complètement subjectif, qui ne sert à rien, qui est entre moi et moi. Et puis j'ai le point de vue des spectateurs, des retours, qui eux sont fous de joie et très contents. Donc je ne sais pas quoi penser. Voilà, si ça c'est peut-être une réponse. Moi, le commentaire que je peux faire, c'est que c'est un terme artistique. C'est vrai que ça doit être assez terrible de ne pas pouvoir, s'il veut contrôler comment l'œuvre peut passer et à quelles conditions elle peut passer, c'est ce qui se passe exactement. Votre contestation aussi nous donne peut-être un sentiment que les lois qui existent jusqu'au moment ne sont pas adaptables au côté commercial. Ça veut dire d'une façon ou de façon. Peut-être qu'il y aura un autre moyen, si vous voulez, que vous pourrez au moins tirer un profit financier là-dessus. Je veux bien que ce soit très clair. C'est pas du tout le fait que ce soit gratuit qui m'inquiète. C'est que c'est tout petit, c'est moche, c'est mal éclairé. C'est ça, donc ça veut dire, c'est pas la question de... J'aurais souhaité que ça ne se voit pas, cette pièce ne se voit pas sous cet angle, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais ça, j'ai compris. Donc j'ai dit que là-dessus, si vous voulez, c'est vrai que si vous avez une nouvelle communication, que tu as des moyens, bon, ça permet aussi de voir ce qui s'est passé après un certain pays, tu as une communication beaucoup plus facile et qui a fait qu'un certain type de révolution a pu arriver. Il y a aussi la preuve ainsi s'il y a une espèce de Big Brother presque mondial et que ça, au jour d'aujourd'hui, c'est incontournable. J'aimerais maintenant que Joaquin puisse... Joaquin Pinto est non, mais moi je vais le présenter, c'est quand même quelqu'un qui a un trajet unique ici au Portugal, internationalement. Je l'ai connu quand il était ingénieur du son. C'est peut-être la personne qui connaît le mieux le son, même en Europe.
et qui a travaillé vraiment le son au cinéma d'une façon incroyable. Il est devenu, non seulement il est un très bon cinéaste, j'ai eu la chance de produire deux de ses œuvres, lui s'est autoproduit deux autres, mais il a été aussi un producteur qui il a énormément risqué. Il a fait par exemple, tu vois, exister d'une façon vraiment sérieuse, tu vois, Jean-César Montero, parce que ses souvenirs à la Maison Jaune et la Comédie de Dieu, on lui doit. Et c'est quelqu'un qui continue, tu vois, maintenant avec des travaux qui rentrent dans la diffusion de la poésie, de la musique, du cinéma, donc dans une façon très artisanale, mais d'une certaine façon qui, ici au Portugal, fait un travail indispensable pour que un certain nombre d'artistes et de cinéastes et tout ça puissent faire continuer leur œuvre et surtout essayer de les diffuser. Et je veux savoir de son côté quel est son rapport à ce nouveau monde, si on peut dire, tu vois, de diffusion, et quel est un peu son rapport en tant que producteur, en tant qu'artiste, si vous voulez, à cette nouvelle possibilité avec tu vois, ses défauts et ses qualités qui existent au jour d'aujourd'hui. Bon, alors, je crois que je vais parler en français parce que presque tout le monde parle français ici. Bon, peut-être je vais commencer par la fin. J'ai commencé au son. En effet, un des premiers films que j'ai fait, il y avait Yasmina dans un rôle, un film qui s'appelait... Bon, ok. Et le dernier film que j'ai fait au son direct, c'était aussi avec elle, un film avec André, avec André Téchiné, où elle faisait un rôle aussi. Alors c'est drôle qu'on se revoit aujourd'hui. Alors, je fais un peu ce que je peux par rapport à mon état de santé, mon énergie, mais je commence par la fin, et pas exactement par le cinéma. Ça veut dire qu'il y a un an, j'ai décidé d'ouvrir une maison d'édition pour musique, pour des projets de littérature, etc. Et alors, cette année, on a sorti des œuvres dites par Luís Miguel Sintra de la période du classico-baroque portugais, qui sont des textes qui ont été écrits pour être dits. Ça veut dire les sermons de Padre António Vieira, Camões, Anjos d'Almeida. Et j'ai un peu appris, bon, par l'expérience, ce qu'on a fait l'année 90. Ça veut dire que tout le monde disait c'est fou d'éditer des CD, de la musique maintenant où tout le monde pirate tout. Alors, ce que j'ai pensé, c'est on va suivre une autre stratégie, ça veut dire d'offrir quelque chose qu'on ne peut pas télécharger. Alors pour les disques qu'on a fait l'an dernier, en effet, on a fait des éditions limitées, un livre avec des illustrations, etc. Évidemment avec un CD et avec des DVD, mais c'est un objet presque unique et ça a bien marché parce que peut-être c'est un produit qu'on ne peut pas vraiment télécharger. Mais je me suis rendu compte, un des disques, c'était le dernier disque d'un groupe portugais qui s'appelle, peut-être vous connaissez, Papel Art, qui a été important pour nous parce qu'ils avaient écrit des choses pour les bandes-son des films qu'on avait produits, etc. Et on a fait une édition limitée, ça a épuisé. Mais c'était assez drôle parce que 2 jours après la sortie du CD, il était partout. Sur Internet, on pouvait le télécharger. Alors, au début, j'ai encore essayé de contrôler les choses avec Google Alerts, en faisant des emails pour les sociétés où les fichiers étaient logés, etc. Et encore au début, on arrivait à un peu contrôler les choses. Mais à partir du moment où les choses étaient déjà dans des sites en Chine ou en Russie, etc., c'était absolument impossible de contrôler quoi que ce soit. Alors, les gens qui voulaient télécharger pouvaient le télécharger. Alors, je ne crois pas qu'au niveau Internet, on puisse avoir des mesures qui empêchent la diffusion des œuvres.
musique ou film. On peut évidemment éduquer les gens et leur proposer des solutions alternatives pour télécharger à meilleure qualité et un payeur. Et je crois que les gens, si les gens comprennent, moi par exemple, j'achète la musique par Internet souvent, et je crois que beaucoup de gens le font, ils savent que ce n'est pas un coût énorme et qu'ils peuvent avoir une très bonne qualité, mais je crois que c'est une question d'éducation. On peut pas vraiment, c'est pas une question, on ne peut pas résoudre la chose par la voie de la répression. Alors, en arrière, bon, j'ai produit entre les années 80 et 90 autour de 35 films. Je crois que c'était en 85, c'est là où je suis tombé malade pour la première fois. J'ai compris, quand on était en train de terminer le tournage de La Comédie de Dieu, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à produire. Et alors, c'est Paolo qui a repris la société. Et aujourd'hui, je sais que la plupart des droits sont passés chez Zone, Zone TV Câble, je ne sais pas comment. Cette énorme société qui contrôle beaucoup de choses. Et évidemment, il contrôle aussi beaucoup de droits de films portugais. Alors, je vous raconte une histoire un peu pour comprendre quelle est la situation au Portugal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Sociedade Portuguesa de Autores dans la salle. Mais dans le cas de mes premiers films qui dépassent maintenant les 25 ans, ça veut dire alors que les droits d'auteur sont tombés. Mes deux premiers films, je les ai faits avant que je sois associé à la Société portugaise d'auteurs. Les droits devraient être libres. Alors, depuis presque 2 ans que j'essaie auprès de la Société portugaise d'auteurs d'avoir de l'aide pour d'une certaine façon, m'aider à récupérer les droits pour pouvoir les ressortir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les voir, il y a des gens qui veulent les éditer. Et bon, j'ai commencé à parler avec la société, j'ai eu la première réunion il y a plus d'1 an. Et finalement, la semaine dernière et cette semaine, j'ai insisté, j'ai téléphoné plusieurs fois, et aujourd'hui j'ai eu un email de la part de la société d'auteurs en disant que c'est le premier film, comme les contrats n'étaient pas signés par la société d'auteurs, ils appartenaient à l'auteur, et alors que la société ne pouvait pas m'aider dans mes démarches. Je veux bien souligner qu'après que les films ont été produits, les films ont été diffusés, édités au début en cassette et après, etc. Et tous les droits ont été percés par la société d'auteurs. Alors j'espérais qu'on puisse un peu m'aider à résoudre cette question, mais pour le moment, bon, ça traîne depuis presque 2 ans. Et je pose une autre question, c'est, bon, les films ont été diffusés plusieurs fois, est-ce qu'il y a un mécanisme, même dans les chaînes de télévision, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle les diffusions au Portugal, au moins pour que les auteurs puissent savoir quand ces films ont été diffusés, quelle est la situation avec la diffusion des films. Alors peut-être que vous pourrez me répondre à ces questions après, quand on ouvre le débat. Il y a une autre question, ça je trouve que c'est très important, c'est la question des archives et des supports. C'est que quand on parle de droits d'auteur film, c'est pas exactement la même chose des droits d'auteur d'une pièce musicale qui est écrite ou d'un livre. C'est très important le support. Et si les œuvres n'existent plus, alors il n'y a plus de droits d'auteur à parler. Là. Et j'ai un peu l'impression, j'ai fait un peu la transition entre quand tout était analogique, son, image, quand j'ai commencé à travailler, tout était analogique, pour maintenant où presque toute la chaîne est devenue numérique, même la diffusion. Et je sais qu'il y a des films qui sont un peu faits comme des yaourts, ils sont faits pour une durée limitée, mais c'est pas à nous de juger ce qui est important ou ce qui n'est pas important. On verra dans 50 ans s'il y a un film qui paraissait absolument nul, si vraiment il y avait des choses je crois qu'il ne faut pas faire de jugement de valeur. Moi, je ne les fais pas.
Et un peu la question, c'est que même au point de vue son, et la question se pose au point de vue image, au point de vue son, enregistrement numérique. Je me rappelle, les premières choses que j'ai fait, c'est venu au son avant l'image. L'image est venue après, aussi par question de débit, etc. Mais je me rappelle, par exemple, pour le film Ushkani Weich, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, si c'était le même titre, mais là c'était la première fois où j'ai fait le son. J'avais enregistré un film de Manuel d'Oliveira, c'est un opéra, un film, et j'avais enregistré, c'était au début des années 80, j'avais enregistré l'orchestre, la musique en numérique. Il n'y avait pas encore des machines portables, c'était des gros trucs énormes, etc. Et tous ces formats qu'on utilisait à l'époque, on ne peut plus les lire aujourd'hui. Ça veut dire que heureusement, je garde toutes les vieilles machines et j'essaie de les maintenir, mais même aujourd'hui, souvent, on m'appelle parce qu'on veut lire des choses qui ont été faites il y a une vingtaine d'années et on ne peut plus les lire. Je me pose la question, comment ces films qu'on fait aujourd'hui en numérique, comment ils vont exister dans 40 ou 50 ans? Je ne sais pas du tout.